pour le grand nombre de personnes qui ont répondu. Il y en a qui ont répondu par mail. Donc, nous avons la possibilité ce soir d'accueillir plusieurs personnes autour d'un sujet pour lequel nous sommes très, très souvent sollicités concernant les PCO, plus le fait que, d'où la présence de Romain, que je remercie, de Lucille, de Zia et de Nicolas, plus le fait que, eh bien, on a une vraie question et on œuvre depuis des années autour des PCO et sur le développement des PCO. Et me je suis pas très télé, il se trouve que par hasard, j'ai regardé le film, sur Antenne 2 hier soir, et le débat avec justement, animé par Étienne Pau, qui est le médecin, chargé de la mise en place des plateformes de PCO, entre autres, parce qu'il a plein d'autres missions. Et donc, aujourd'hui, nous devons de répondre à la question des psychomotriciens vis-à-vis des patients qui sont parfois sur le laissés pour compte, et surtout répondre à toutes les questions de tous les professionnels parce qu'il y a une inégalité, iniquité, inaccessibilité pour certains, grande accessibilité pour d'autres au système PCO, une incompréhension pour certains psychomotriciens, pour certains parents, un défaut de communication. Enfin bref, il y a plein, plein de sujets qui nous sont remontés avec, je ne sais pas si vous la voyez, mais avec notamment Isabelle qui m'aide énormément sur le bureau de la FPL pour traiter justement toutes ces nombreuses demandes et nombreux dysfonctionnements. De notre côté, donc avec Romain, Nicolas, Fanny pour la NFE, eh bien, nous tentons de faire en sorte que le gouvernement entende les dysfonctionnements et qu'on puisse, j'allais dire, raisonnablement, tous ensemble, faire en sorte que les patients ne restent pas sur le carreau et que les professionnels ne se mettent pas en difficulté dans le cadre de leur exercice. Hein, il faut qu'effectivement, que ce soit un processus qui soit gagnant-gagnant. Voilà, pour autant, le système PCO a le mérite d'être une première ébauche. D'autres plateformes existent aujourd'hui sur certaines régions. Et on va en parler aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, on va essayer de lancer le débat. On a essayé d'organiser sur plusieurs axes. Déjà, peut-être faire un rappel rapidement des lois, mais vous aurez le diaporama en ligne de toute façon sur le site, avec les différentes lois de référence, dont certaines qui peuvent poser quelques soucis, puisque si on se réfère aux décrets d'actes initiaux, c'est-à-dire de 2018, mais aussi ceux qui ont été finalement republiés plus tard en 2021, eh bien, on voit que la lecture des textes peuvent porter à confusion et justement générer des dysfonctionnements, ou en tout cas des dysfonctionnements au regard de ce qui était prévu entre le gouvernement, les ministères et ergothérapeutes, psychologues et psychomotriciens. Voilà. Donc, notamment, il y a des phrases qui sont un petit peu alambiquées et qui peuvent permettre de faire des interprétations. Je pense à la dernière phrase hein, que vous voyez, puisqu'il y a la validation précise et les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme, alors qu'à aucun moment, une plateforme était censée avoir des structures à sa disposition. Partenaire, oui, mais pas de structure au sein de la plateforme, d'autant que la plateforme a bien une mission de coordination et d'orientation, et rien d'autre, et surtout pas de soins. Voilà, donc on a un certain nombre de petits textes comme ça qui peuvent porter à confusion. Ce qui est ce soir l'occasion, c'est d'aborder et de recenser finalement les différents types de fonctionnement qui pourraient porter préjudice au fonctionnement du soin, au fonctionnement des soignants, et pour de manière à pouvoir garantir le débat. Pas le débat, pardon, la suite.
Donc justement, ça permet d'ouvrir le débat sur les différents textes qui sont posés, les lectures qui en sont. Peut-être que Nicolas peut ou Romain nous évoquer justement ce qui s'est passé et comment on est passé d'un 0,6 ans à 0,12 ans aujourd'hui et Oui, ça comment marche. c'est fait l'ensemble. Ouais. Voilà. Alors, Je peux rajouter. la première chose, je vais rappeler les règles de fonctionnement. Coupez bien vos micros, bien sûr. Et nous avons Isabelle qui récupère toutes les informations dans la conversation de manière à récupérer le maximum j'allais dire, de sujets, de questions. Comme elle connaît bien la structure du diaporama, elle sait à quel moment on va pouvoir placer vos questions de manière à gagner en temps et en efficacité pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement des webinaires que nous faisons avec l'AFPL depuis 2020 et qu'on fait à peu près une fois par mois. Bien. Déjà, Elisabeth, est-ce qu'il y a des questions dans la conversation? Non, pour le moment, c'est des questions, savoir si tout le monde voit bien le diaporama, parce que certains, a priori, pour certains, ça ne s'affiche pas. Donc, je remettais dans le diaporama le fait qu'il faut jouer, entre guillemets, avec le mode affichage qui est dans la barre à côté de conversation, etc. Ok, donc merci Stéphanie. Il y en a plusieurs qui m'ont validé qu'ils le voyaient bien. Ok. Voilà, donc avant d'aborder donc justement les 4 grands thèmes qu'on a prévus ce soir, c'était le fonctionnement des PCO, on traitera des parcours, on traitera de la question des prescriptions et enfin du fonctionnement des séances. Je vous propose d'organiser notre débat autour de ces 4 grands axes, sachant que sur les lois, on va écouter Nicolas ou Romain peut-être. Oui, alors je vais peut-être commencer au besoin, Romain pourra compenser. C'est un travail qui a commencé il y a quelques années déjà. La fédération était partie prenante des groupes de travail qui ont structuré non seulement la stratégie, mais effectivement plus spécifiquement ce système de plateforme de coordination et d'orientation. Alors au départ, ce qu'il faut rappeler quand même malgré tout, c'est que le premier avantage qui est apparu avec cette PCO, c'est que ça a intégré les professions de psychomotriciens et d'ergothérapeutes dans la filière CNAM. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on entrait dans le code de la sécurité sociale les psychomotriciens et les ergothérapeutes, qui est un premier pied dans la porte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais le redire parce que c'est important, l'idée de départ, la façon dont l'esprit dans lequel ça a été construit, c'était de dire c'est un outil, et comme tout outil, il ne sera ni bon ni mauvais, mais il sera nécessairement perfectible. Donc le contrat moral de départ, c'était de dire on crée quelque chose, on le teste, et après, on le modifiera en fonction de ce que l'on constate comme avantages, inconvénients, limites, bon fonctionnement, bonne pratique et mauvais fonctionnement ou mauvaise pratique. Il y avait donc deux aspects, l'aspect administratif d'une part et l'aspect financier. Sur l'aspect administratif, il est apparu assez rapidement que lorsque il a été construit le cahier des charges des PCO, on nous a demandé de donner des balises. C'est notamment le cas des 35 séances de 45 minutes. Alors le problème, c'est que, Alexandre l'a souligné, c'est que effectivement, les PCO sont libres d'interpréter les choses comme elles l'entendent, et pour un certain nombre d'entre elles, elles ont compris que c'était nécessairement 35 séances et que toutes les séances de psychomote ou d'ergo faisaient nécessairement 45 minutes. Ce que nous avons largement dénoncé en disant qu'on ne prend pas en charge un enfant de 8 à 9 mois, 45 minutes, une fois par semaine. Il faut le voir plusieurs fois dans la semaine, etc. Donc ça, cette première logique-là, elle fait partie des premiers éléments qu'on a remontés très tôt en disant c'est un canon qui donne une jauge, mais ce n'est pas une règle. Le problème, c'est que les PCO font ce qu'elles veulent de ce côté-là. Certaines le comprennent, d'autres ne le comprennent pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la question des comptes rendus, je vais le dire en toute transparence, il y avait quand même de la part
notamment des représentants des associations de famille, une certaine méfiance vis-à-vis des professions en général par rapport aux mauvaises pratiques relatives à l'autisme qui ont perduré pendant des décennies en France. Donc, il y avait, de la part des familles, une demande expresse de faire en sorte qu'on puisse s'assurer autant que faire se peut que le travail était fait, il était bien fait, et que surtout il était conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. D'où la question des comptes rendus et de l'envoi des bilans en première intention et des comptes rendus. Le problème que nous avons constaté assez rapidement, c'est qu'il y a une énorme disparité au sein des PCO. Il y en a qui prennent vraiment le travail de coordination à cœur et d'autres pas du tout. Donc on a fait remonter aussi le fait que cette logique-là, que certains, peut-être à juste titre, considèrent comme étant une forme de flicage qui ne concerne pas les autres professions de santé conventionnées, était pour le moins malvenue, surtout quand elle n'était pas utilisée. Ça, c'est le deuxième point sur le plan administratif. D'une façon générale, nous avions remonté le fait que cette disparité de fonctionnement entre les PCO n'était pas tolérable. Il n'y a pas de raison que ça se passe bien à un endroit donné ou pas à un autre. Que par ailleurs, il y avait des éléments dans le forfait qui étaient relatifs à la prise en compte du temps de travail indirect. Donc, par le temps de travail indirect, c'est le travail d'élaboration que vous faites en dehors de la présence de l'enfant, c'est les réunions avec l'équipe, ce sont les équipes éducatives aussi. Donc là-dessus, il y a eu des interprétations. Il y a des interprétations qui sont positives au bénéfice des professionnels dans certaines PCO et pas du tout dans d'autres. Donc ça, sur le plan administratif, donc une lecture du cadre qui avait été fixé, qui est pas trop souvent rigide, qui ne permet pas la souplesse et qui surtout nie le caractère autonome du professionnel pour organiser son travail comme il l'entend, en fonction, bien évidemment, des besoins qu'il a repérés chez l'enfant. Gérer la fréquence et la durée des séances, ça, c'est le travail du psychomotricien ou de l'ergothérapeute. Ce n'est pas fixé dès le départ. Première chose. Donc, nous avons eu de cesse, de demander à ce qu'il puisse y avoir un véritable travail d'échange à un niveau institutionnel entre les PCO et les représentants des professionnels, ce que nous n'avons jamais eu. Ensuite, le deuxième point, c'est la question des finances. Donc, le forfait qui a été obtenu l'a été de haute volée, puisque les propositions de la sécurité sociale étaient bien moins disantes. Et il avait été entendu, à l'époque, avec la ministre en place, que ce forfait avait évidemment vocation à être révisé. Tout simplement parce que, il est de coutume, vous l'avez remarqué surtout dernièrement, que les professions de santé en général voient leur rémunération réévaluée. Donc, le cadre des professions conventionnées, c'est de négociation des avenants aux conventions. Et donc, vous n'avez évidemment pas pu louper le fait que toutes les professions de santé ont été revalorisées. Alors, elles l'ont été dans le cadre salarié par le biais du Ségur, et elles ont été dans le cadre de l'exercice libéral par des avenants aux conventions. Il se trouve que cette logique, qui est parfaitement légitime vis-à-vis de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie, qui touche tout le monde, et y compris les professionnels que nous sommes, eh bien, il se trouve qu'on ne comprend pas pourquoi cette logique-là s'applique aux professions conventionnées et pas aux ergothérapeutes et psychomotriciens, qui, pour le coup, eux, ont plus de contraintes que les conventionnés. Donc voilà un peu pour le cadre et les points qui sont absolument essentiels pour nous en termes de revendication et de positionnement vis-à-vis de la délégation interministérielle et notamment de son représentant qui est le docteur Étienne Pau. C'est de dire il y a des problèmes d'organisation sur le plan administratif, il faut les régler. Nous avons un problème avec la rémunération, il faut la faire évoluer. Ça, c'est le point. Je termine juste avec une petite explication. Il faut savoir qu'au départ, c'était 0,6 ans et que pour les personnes autistes. Il se trouve qu'un arbitrage de dernière minute a dit il faut que la stratégie ne soit pas que autisme, il faut qu'elle soit ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc, du coup, on a été entre guillemets, chercher les représentants du trouble du neurodéveloppement, des familles, pardon, des personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, donc les TDAH, les TDC, etc. Et
il se trouve que les familles concernées ont dit à très juste titre, vous êtes bien gentils, mais nous, 0-6 ans, c'est un peu court pour faire du dépistage de certains troubles qui affectent nos enfants. Donc, au départ, le 0,6 était que pour les TSA. Il est devenu 0,6 pour les TSA, mais aussi pour tous les troubles du neurodéveloppement. Et on s'est rendu compte que, bien évidemment, 6 ans comme plafond, c'était pas du tout adapté à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc, il a été pensé une augmentation vers 7-12 ans. Et donc, c'est aujourd'hui la question d'actualité, c'est le développement du forfait pour les 7-12 ans et qui constitue aussi, en tout cas pour nous, un point de friction avec les délégations, puisqu'on va nous demander de faire plus pour absolument les mêmes moyens, sans prendre en considération tous les retours de terrain qui ont été effectués, notamment à partir de diverses enquêtes auxquelles vous avez pu participer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de devoir continuer à faire plus alors qu'on continue en face de nous dire vous n'aurez rien de plus? Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente. J'étais un petit peu long, je vous prie de m'en excuser, mais ça rassemble à peu près 6 ans de travail, ce que je viens de vous dire. Romain, si tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as bien résumé, hein, donc alors on nous dit pas qu'il faut, rester comme ça, on nous dit rien du tout, c'est encore pire. Donc actuellement, c'est vrai que, on a assisté à plusieurs, rencontres, enfin déjà une rencontre avec monsieur Pau, donc délégué interministériel comme tu vous l'avez dit, aux troubles du neurodéveloppement. On a sollicité d'autres rencontres, on espère pouvoir les rencontrer et pour cela, on s'est mis avec, du coup, l'ANFE donc et sa présidente qui est là pour rencontrer justement puisque les problématiques qu'on rencontre, nous psychomotriciens sont les mêmes que celles que rencontrent les ergothérapeutes sur certains autres points. Voilà. Donc maintenant on est dans l'attente, de rencontres, qu'on puisse travailler sur le gros du problème. La problématique est bien connue aussi parce qu'on a souhaité le faire connaître au sein du conseil, national, TND maintenant. Donc toutes les associations et les représentants du conseil sont au courant. Maintenant on attend que, la délégation, nous réponde, nous accueille et qu'on puisse travailler sur ce forfait. Soyez assurés en tout cas que toutes les problématiques que vous avez, fait remonter, soit via, l'AFPL ou soit la FFP ont bien été prises en compte et ont bien été, relayées. Voilà, je pense que ça suffit si je vous laisse poursuivre parce qu'on a un ordre du jour Ouais. bien Ouais, complet. je rajoute juste une chose, c'est qu'en fait, tu as évoqué le fait qu'on a une collaboration avec la NFE, donc effectivement, Fanny Foun-Pouyalet, je crois que si elle est là, est donc directrice technique précisément de la NFE. Et précédemment, c'était Monsieur Nicolas Biard. Et donc, depuis l'origine, nous avons toujours travaillé à NFE et FFP ensemble pour que nous puissions défendre des intérêts qui sont communs pour le coup. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Donc, en fait, de manière à pouvoir un peu traiter l'ensemble des sujets, on va peut-être reprendre, parce que vous avez bien fait un balayage complet de la situation, et reprendre finalement d'abord dans l'ordre un peu de la partie fonctionnement des PCO. Puisque, d'ailleurs, j'ai vu le chat qui déroulait, avec effectivement différentes questions sur les facturations, sur les logiciels, sur les charges administratives, sur la formation, sur les différents outils. Donc là, on avait déjà, Isabelle avait regroupé quelques-unes des questions qui avaient été posées sur la question des poses de diagnostic pour des patients malgré des bilans paramédicaux complets, des tarifs qui sont bien en deçà de la réalité. On a répondu dans un premier webinaire suite à une enquête où les tarifs sont en deçà selon les régions. C'est bien la difficulté, c'est que dans 20% des cas, les tarifs sont dans un tarif qui correspond au tarif habituel des consultations en libéral dans le secteur. Pour autant, effectivement, en 80% des cas, les tarifs qui ont été proposés ou arrêtés malgré nos, je vais dire, je rigole parce que c'était un tollé de notre part sur le fait que les tarifs étaient bien évidemment pas adaptés sur l'ensemble du territoire. Et malgré ça, la réponse est no way, on n'a pas les moyens de payer plus. Oui, mais ça met en péril
bêtement un système alors qu'il n'y avait pas de raison que ça le soit. On va peut-être déjà répondre aux questions des tarifs. Est-ce qu'il y avait des questions, Isabelle? Oui. Alors, c'est pas forcément que en termes de tarifs. Par exemple, Sonia qui explique que ce qui lui pose problème, c'est le financement tardif de la PCO 6-12 ans, alors que les 7-12 ans, c'est tous les mois. Enyam qui nous demande ce qu'il en est des divergences selon les PCO au niveau du traitement administratif des factures. En Dordogne, par exemple, il faut passer par Chorus. Est-ce que cela aussi a été remonté au niveau du ministère? On a Julie qui nous dit que dans le Calvados, ils ont reçu un courrier et à partir de juin, c'est la CPAM qui va les payer. Il faudra donc faire signer un CERFA aux parents. J'ai Sonia aussi dans le chat. Quand on a plusieurs patients 0-6 ans et qu'il faut attendre 5 séances pour se faire régler tardivement si on compte les absences, les vacances, je ne me fais payer que 3 mois après. Voilà un premier lot de... Ces éléments-là ont évidemment été recensés au travers de l'enquête et remontés au ministère. Normalement, donc on l'a entendu, la logique qui a été prévue et qui a été annoncée par Étienne Pau la semaine dernière officiellement, c'est le fait que normalement sur l'ensemble du territoire, on va passer par un système de paiement directement via la CNAM et non plus via les PCO. C'est-à-dire qu'en fait, les PCO vont être déchargés de la partie traitement des facturations. Maintenant, la réalité, c'est que la façon exactement dont ça va se passer n'est pas claire. On a demandé des précisions, on ne les a toujours pas. L'argument pour dire que c'était la CNAM, c'était pour faciliter, entre guillemets, la vie des PCO, sauf qu'on leur a fait remarquer que visiblement, la façon dont ça se présentait, c'est que ça allait compliquer la vie des professionnels. Donc, on attend toujours des résultats de ce côté-là, des réponses, mais comme l'a dit très justement Romain, pour le moment, on ne nous dit rien, et en toute transparence, il est fort probable qu'on ne nous dit rien, parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ils vont faire. Alors c'est CPAM, c'est CNAM, hein, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, et effectivement, vous facturez, enfin on facture à la CPAM, qui est la caisse régionale. Normalement, c'est censé aller beaucoup plus vite. C'était la proposition en fait qui avait été retenue sur le motif de la rapidité d'exécution de la CPAM, puisque techniquement, ils ont la capacité, c'est ce qu'on vous voyez pour vos remboursements personnels, de rembourser dans un délai très raisonnable. S'agissant du nombre de séances, les textes ne précisent pas que vous n'avez pas le droit de facturer séance après séance. C'est la convention, et donc c'est l'APCO qui, par convention, enfin passe convention avec les libéraux, et qui s'est octroyé le droit de ne payer que 5 séances après 5 séances. Alors, justement, sur ce point-là, Lucille et Zia vont certainement pouvoir nous répondre sur les motifs pour les coordinations. Zia, tu lances l'appel ou c'est Lucille qui prend? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. N'importe, je peux intervenir. Pour le coup, de toute façon, peut-être que j'ai quelques éléments complémentaires concernant la facturation qui sera reprise par la CPAM. Donc effectivement, ce qui est annoncé en tout cas au PCO, c'est... Lucille, tu peux préciser ta fonction pour qu'on comprenne d'où tu parles, s'il te plaît? Oui, je suis psychomotricienne, j'exerce également au sein d'une PCO et je travaille au secrétariat de la FFP. Voilà. Et tu es coordinatrice dans une PCO? Voilà, je travaille au sein d'une PCO. Donc du coup, donc pour la CPAM, les dernières informations qu'on a eues qui sont très récentes, c'est qu'effectivement la CPAM va prendre le relais sur le financement, que la question de la tarification toutes les 5 séances ne se posera plus, puisque de toute manière maintenant ça va être une tarification à la séance qui sera déterminée, et que donc du coup le professionnel sera en mesure de se faire payer quand il le souhaite, 1, 5 ou 10 séances d'un coup, effectivement en faisant remplir un CERFA comme ça a été évoqué.
Le CERFA doit être rempli par le professionnel et doit être, par contre, le cheminement, c'est que le CERFA doit remonter à la PCO, qui doit le vérifier et qui, elle, doit le transmettre à la CPAM. Alors, précise, Lucille, s'il te plaît, ce qu'est un CERFA. C'est les feuilles de soins exact. Ça ressemblera tout à fait aux feuilles de soins, a priori de ce qu'on nous on nous a présenté. Hein. Ça devrait ressembler aux feuilles de soins marron qu'on a chez le médecin quand on n'a pas sa petite carte vitale. Voilà, avec un code du coup de facturation. Il y aura un code de facturation pour le bilan psychomoteur et un code de facturation pour la séance. Voilà. Et du coup, c'est aussi un petit peu voilà, ce qui a fait que là, on glisse vers le fichier RPPS, puisque du coup, il est indispensable que les professionnels libéraux aient un numéro RPPS pour que ça puisse fonctionner. Ok. Et est-ce qu'il faudra, Lucille, excuse-moi, il y a une question dans le chat, il faudra l'envoyer en papier ou par mail? Est-ce que tu sais ça déjà? C'est la grande question. C'est la grande question. Parce que, en fait, pour le moment, il n'existe pas de logiciel prévu pour pouvoir éditer ces CERFA, pour que les libéraux puissent remplir les CERFA. Donc, c'est ce que nous, on fait remonter aussi. Hein. Nous, les PCO, en fait, il a été vendu que c'était pour faire gagner du temps aux PCO, sauf qu'en fait, très concrètement, la seule chose que ça nous fait gagner comme temps, c'est de ne pas avoir à faire le virement sur le compte en banque, d'aller sur le… Voilà, et de faire le virement, puisque de toute façon, tout le reste est identique. Il faudra toujours qu'on fasse les vérifications des CERFA, qu'on finisse de les remplir si jamais ils ne sont pas remplis, et puis qu'on demande la feuille d'émargement qui va avec pour vérifier que les séances aient bien eu lieu quand les PCO font ce système-là, le compte-rendu qui va avec quand on arrive sur la 15e, la 25e et la 35e séance. Donc, en fait, et le tableau de suivi de la facturation qui restera aussi à faire à la PCO. Donc, finalement, la seule différence, c'est que la PCO ne fera pas elle-même le virement. La CPAM s'engage à un règlement sous 15 jours après que le CERFA lui ait été transmis. Et donc, effectivement, la grande question, c'est est-ce que ça pourra être fait version mail ou pas? La CPAM nous a évoqué, une base de données qu'ils utilisent qui sera la possibilité pour la PCO de transmettre le CERFA via cette base de données. Mais le professionnel, lui, ne peut pas utiliser cette base de données, en tout cas pas pour le moment. Donc, voilà, je ne sais pas comment le professionnel transmettra à la PCO. Je crois que ça résume, Lucille, parfaitement les difficultés de communication que nous avons, je pense, Fanny, Nicolas, enfin tous ceux qu'on a avec le gouvernement, qui fait des propositions type usine à gaz, sans forcément avoir le tenant et les aboutissants, ni toutes les différentes étapes. Vous rencontrez, ce que vous pointez là, parce que vous entendez, c'est bien les difficultés que nous rencontrons sur la mise en place de cette PCO. Oui, vraiment, en fait, on a les mêmes, on voit très bien, puis pour le coup, en tout cas dans la PCO où je travaille, plusieurs des coordinatrices sont aussi professionnelles en libéral. Donc, en fait, la problématique du libéral, elle est connue. Et donc, elle est identifiée et forcément, c'est des points d'inquiétude soulevés par les professionnels en libéral, on les a bien en tête. Donc, et on les fait remonter. Pour vous rassurer ou pas, on a récemment rencontré l'ARS Île-de-France qui nous a dit qu'elle-même n'était pas au courant. Donc, c'est quand même un peu inquiétant. Voilà. Tu disais nous rassurer, Lucille. Ou pas. Il faut peut-être juste préciser une chose, parce que ça peut paraître quand même, ce qu'on est en train de dire, un peu dingue. Il faut bien comprendre que la logique de fonctionnement, c'est qu'on n'est pas dans des négociations. On ne négocie pas les tarifs, on ne négocie pas l'arrêté, on ne négocie pas les modalités de fonctionnement. Elles nous sont imposées et éventuellement, on est consulté en amont pour savoir si on n'allait pas trop faire de vagues. Je caricature à peine. On nous met très souvent devant le fait accompli sur certaines décisions en disant ça va être comme ça, on espère que ça va vous aller. Bah oui, mais c'est pas ce qu'on vous avait demandé. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, et comme je l'avais un petit peu souligné et comme l'a confirmé Lucille, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ils naviguent à vue. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions, tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas tout prévu.
Bon, on va essayer d'avancer quand même, mais pour répondre à la question du chat, les 7-12 ans, typiquement, nous n'avons absolument pas été consultés sur ce sujet-là. Juste, ça a été une décision unilatérale de développement, enfin d'extension à 7-12 ans. De même qu'il a été de manière unilatérale décidé d'une première essai sur une dizaine ou onzaine de régions. Le différence de fonctionnement entre 0,6 et 7,12 n'est pas inscrit dans le texte. Et si les 7,12 payent mieux que les 0,6, c'est juste parce qu'ils ont un fonctionnement qui est un peu plus huilé, un peu différent, et qu'ils ont mis des priorités sur des tâches plutôt que sur d'autres. Donc malheureusement, on ne peut même pas s'inspirer du 7,12. J'allais dire, on ne peut pas s'inspirer du 7-12. Oui, non. Justement, Zia est sur une plateforme de coordination qui est toute récente. C'est le dernier bébé né des PCO et qui, pour éviter les différents écueils, ils sont allés voir au préalable, avant d'ouvrir, comment ils pourraient gérer les choses. Parce que vous voyez bien qu'il y a une grande marge de manœuvre au sein même des coordinations, des plateformes, pardon. Et donc, s'agissant du manière de recruter les professionnels, s'agissant du manière d'adresser vers les professionnels, ou s'agissant de recruter les patients. Donc, effectivement, selon les PCO, on va avoir comme ça un écart relativement important. Traitement de facture, d'ailleurs, je ne sais pas, sur Zia, le traitement de facture se fait tous les combien? Alors, donc, bonjour à tous. Donc, moi aussi, je suis psychomotricienne et coordinatrice de parcours donc, à la PCO du 92, donc les Hauts-de-Seine. Effectivement, nous, donc, comme le disait Alexandre, on est ouvert parmi les derniers, on est ouvert en novembre. On a reçu nos premiers patients en novembre. Donc, ça fait que 5 mois. Donc, c'est tout récent. Donc, on a eu la chance de pouvoir savoir où les autres avaient rencontré des difficultés et donc essayer de construire un parcours qui réponde au mieux aux besoins des professionnels et des patients, bien évidemment. Et donc, nous, on a fait le choix de proposer aux professionnels de les régler tous les mois. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent nous envoyer des factures toutes les séances, toutes les 2 séances, toutes les 3 séances, ou tous les 2 mois s'ils préfèrent. Enfin voilà, on propose un règlement tous les mois parce que c'est généralement ce qui est fait aussi dans la pratique hors PCO. Et pour l'instant, on a plutôt des retours positifs sur ça. Et nous, on est une PCO qui est rattachée donc au médico-social et donc à une association. Et donc, on a des délais de paiement qui sont de 2 à 3 semaines une fois qu'on a reçu la facture. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas de toutes les PCO, ça dépend aussi. Il y a des PCO qui sont rattachés à des hôpitaux. Et donc, les paiements passent par le trésor public. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais bon, avec les nouvelles modalités dont on a parlé juste avant, on espère qu'il y aura du changement et qu'il y aura plus d'équité pour tout le monde. Est-ce que je peux intervenir juste pour vous partager quelques commentaires du chat? Je me permets d'intervenir, en fait, finalement, je ne pose pas trop la question. Comment ce serait possible d'inverser la tendance et que les psychomotriciens puissent négocier leurs tarifs? Eniam répond de son côté, elle en est à réfléchir à boycotter le système. Si tous les psychomotriciens s'y mettent, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Et Véronique se pose la question de savoir si le ministère de la Santé imposerait aux orthophonistes de drainer les centaines de patients sans ortho immédiatement. Et Maxime nous dit qu'on ne peut ni cautionner ni accepter ces PCO qui sont malmenantes, voire même maltraitantes pour les patients, les familles et les professionnels. Et Véronique conclut, si les psychomotriciens ne sont pas en mesure de négocier, ok, mais dire que l'on n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'on est libre, c'est la force des psychomotriciens. Alors, il y a sur ce point-là, plein de sujets. Donc, je me suis déplacé tout de suite sur une autre diapo. Peut-être que Nicolas, tu veux répondre, parce que ça, c'est un sujet oui, sur cet élément-là, ce sont des réflexions que nous avons partagées au sein de la FPL et de la FSP, mais aussi de la NFE. Aujourd'hui, le positionnement qui a été en partie annoncé
au délégué interministériel, au cabinet de Madame Katabi, mais a priori, ils n'ont pas complètement imprimé, donc il va falloir que l'on refasse, c'est d'aller vers un appel au boycott tant qu'il n'y a pas des modifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons fait un nombre considérable de demandes de remontée de terrain. On nous a demandé de faire des enquêtes, on s'est exécuté. Ça demandait beaucoup d'heures de travail aussi pour les équipes de la NFE, de la FFP. On a expliqué comment il fallait faire, comment on pouvait trouver des solutions pour fluidifier le système. On a mentionné le fait qu'il était hors de question de laisser se développer, comme ça existe dans certaines PCO, des formes de salariat déguisé. C'est-à-dire on appelle des jeunes professionnels néo-diplômés, on leur dit venez chez nous, vous allez vous mettre dans notre salle, on met à votre disposition du matériel et tout ça, et puis on vous envoie les patients. Ça, c'est du salariat déguisé. Donc on a quand même on a clairement menacé en disant si ça existe, nous on porte plainte. Parce que c'est du salariat déguisé. Donc, on a mentionné ça et je ne reviens pas sur les questions tarifaires. Donc, il faut rajouter juste un point. Il y a les PCO, mais il y a d'autres choses à côté. Ils sont dans les tuyaux, le forfait, ce qu'on appelle aujourd'hui le forfait Macron, qui a été annoncé à la CNH, dont on ne connaît strictement rien, mais qui est un système à peu près collé sur ce qui est organisé par les PCO. Mais on n'en sait pas plus. Ça a juste été annoncé par Monsieur le Président, sans qu'on sache exactement ce qui se passe derrière. Vous avez aussi le problème du forfait paralysie cérébrale et polyhandicap, qui est lui aussi dans les tuyaux, qui a été travaillé au niveau de la CNAM. Et donc, en fait, si vous suivez le raisonnement, c'est qu'on va se retrouver avec plusieurs systèmes qui n'ont pas forcément les mêmes interlocuteurs, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de rémunération, etc. etc. Donc, j'ai vu tout à l'heure passer encore une usine à gaz de plus, et le problème, c'est qu'ils ils ont l'intention d'en sortir 3, 4 autres encore, et avec aucun élément d'harmonisation. Donc, aujourd'hui, en fonction de l'ensemble des retours qu'on a eus, je pense au secrétariat de la FPL et au secrétariat de la FFP, la proposition de dire, écoutez, stop, on continue de suivre les personnes qui sont avec nous parce qu'on a une éthique et une déontologie à respecter lors de questions, mais par contre, on va appeler à fermer le robinet. Donc le système, de toute façon, vous voulez le faire fonctionner. Si vous voulez le faire fonctionner, il faut aussi que les professionnels qui le font fonctionner soient reconnus à leur juste valeur et que les demandes qui sont les leurs soient considérées, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Voilà. Et je me permets de le dire, c'est une position qui est partagée avec la NFE. Moi, je viens de faire la tête parce que je viens de voir passer le message de Maxime qui effectivement confirme qu'on continue à avoir des pseudo-emplois déguisés. Et donc, justement, les PCO, et c'est clair, et c'est pourtant bien marqué dans le texte, malgré la tournure alambiquée, les PCO ont une vocation de plateforme de coordination d'orientation. À aucun moment, elles n'ont de soins à réaliser dans leurs locaux, ni de près, ni de loin, ni par le biais d'une association au sein du CHU, ni au sein même du CHU, comme ça a pu se faire sur d'autres régions. Donc ça, c'est évident. Effectivement, le département du Cher, je trouve que c'est important, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, à de longue date, finalement, étaient les premiers à dire bon, ok, stop, là, ça ne vous convient pas. Et pourtant, c'est un modèle du genre, puisque ce n'est pas forcément la zone où on s'attendrait à ce qu'il y ait le plus de revendications. Ça n'empêche que j'allais dire, il va falloir forcément composer avec ce mouvement du gouvernement. Et donc, on ne peut pas faire un boycott complet et total et dire totalement que les PCO sont des gens malhonnêtes, sinon Zia et Lucille nous en voudraient, entre autres. Donc, c'est pas du tout ça, en fait. C'est simplement... Et effectivement, nous avons une action, et c'est pour ça qu'on voulait que ce soit un webinaire en visio et que ce soit retransmis et que ce soit surtout, en tout cas, diffusé et que vous puissiez diffuser partout l'information, c'est qu'il y a besoin impérativement que les plateformes qui vont se mettre en place manifestement avec ou sans nous,
hein, quelles que soient les pathologies, ou sur même des systèmes qui sont très proches. Je pense à Oxytalis, qui sont des plateformes qui marchent, qui finalement sont très bien. C'est pour ça que je me suis mis sur cette diapo, avec une évolution et une généralisation sur le territoire national, mais qui fait double emploi avec la PCO. Donc ce serait non seulement un dispositif parallèle, mais carrément sur la même tranche d'âge et les mêmes pathologies. Donc, on a besoin aujourd'hui de recueillir, j'allais dire, c'est tous les commentaires que vous venez de faire qui nous confirment qu'on a un gros dysfonctionnement, qui nous confirment la volonté claire, alors pas forcément de boycotter, mais en tout cas de dire stop. Et c'est notre intention aussi. Et en tout cas, ça a été annoncé au Dr Pau sur le fait que sur les 7-12 ans, notamment, il n'en était même pas question. Et alors, justement, je reviens sur cette émission, j'étais quand même satisfait de l'avoir entendu présenter les PCO 0-6 ans, en oubliant de préciser la structure PCO 7-12 ans, et en tout cas en ne parlant pas des PCO 7-12 ans, enfin 0-12 ans. Hein. Donc, Alexandre, excuse-moi, je rebondis par rapport à Eniam qui nous dit dans le chat comment on compte dire stop si on ne boycotte pas? C'est quoi la forme qui va être proposée? Déjà, leur annoncer, et annoncer déjà par courrier officiel, par la voie de presse notamment, le fait que, contrairement à ce qui est annoncé par le gouvernement, contrairement à ce qui a été annoncé régulièrement par Emmanuel Macron lors de chaque conférence sur le handicap, où il se félicite du développement et de l'ouverture, et où il annonce exactement ce que vient de dire Nicolas, hein, il annonce un nouveau système encore super génial avec coquille vide derrière, eh bien c'est déjà informer le public du fait qu'en réalité, c'est complètement dysfonctionnel. Donc ça, c'est le premier tour. Le deuxième point, pourquoi pas forcément dire un stop, enfin un boycott complet? Alors d'abord parce que ce serait utopique. Je pense que vous l'avez très bien pointé, Maxime, tout à l'heure sur la région, sur votre région, tous sont arrêtés sauf une. Il y aura toujours une ou deux personnes pour continuer parce que on ne peut pas empêcher. De toute façon, là-dessus, on n'a pas la main. Par contre, communiquer, ça c'est certain, diminuer, c'est sûr, et en tout cas pointer l'inégalité, ça c'est une autre diapo, l'inégalité, l'iniquité de traitement entre nos patients, ça, c'est assez évident. Il est assez évident qu'on ne peut pas proposer à nos patients d'aller consulter la PCO pour qu'après ils puissent revenir chez nous. Ça dysfonctionne. J'ai juste précisé ce qu'on a dit, ce sur quoi on était plutôt d'accord sur la question de boycotter, c'était pas de se retirer. C'est-à-dire qu'on ne prend plus de nouveaux patients. On ne prend plus de nouveaux patients. On continue de suivre tous ceux qui sont déjà là. C'est évident, ce serait complètement contraire à toute éthique de dire aux patients, bah, écoutez, on ne vous prend plus ou quoi que ce soit, ou voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai peut-être mal dit, d'avoir à un moment donné un appel à ce que les professionnels disent je ne prends plus de nouveaux patients parce qu'aujourd'hui, ce système-là me met en péril ou ne correspond pas à ma façon de travailler, ou en tout cas ne correspond pas à ce qu'on a fait remonter en matière d'éléments d'amélioration du système. C'est à ça qu'on pense exactement. Donc aujourd'hui, cette position-là, le fait de dire voilà, on va peut-être très clairement, on va appeler, et comme l'a dit très justement Alexandre, c'est pas parce qu'on appelle que tout le monde va le faire, on ne fait pas d'illusions. Mais de la même façon que nous avions appelé avec force à ce que les psychomotriciens et les ergothérapeutes montent sur ce système pour le faire fonctionner et qu'on puisse avoir des retours et de voir un petit peu si c'était vraiment quelque chose qui était important. Bon, d'une façon générale, tout le monde a dit l'idée en elle-même est intéressante, sa mise en œuvre pose problème. Ok, donc maintenant, si on ne prend pas en considération ça, ça va poser un problème. Mais en tout cas, cette position-là de cesser de prendre de nouveaux patients, c'est un point que nous partageons avec les collègues ergothérapeutes.
et que de toute façon, si c'est un appel, ce sera un appel commun. Ah oui, je confirme, Nicolas. L'idée, c'est de ne pas prendre en otage les enfants et les familles qui sont déjà en accompagnement, en suivi, hein, mais c'est de dire, ben, peut-être que pour l'instant, et en prévenant bien sûr, en étant respectueux des PCO, en leur indiquant les motifs de suspension actuellement de nouvelles situations, leur dire, bah, tant que nous, ce n'est pas révisé, on ne peut pas mettre en péril notre activité libérale, hein. Et notre positionnement, c'est que tant qu'on n'a pas stabilisé le 0,6, on ne voit pas comment on peut aller dans du 7,12. Voilà, je pense que c'est un petit peu le positionnement pour l'instant qu'on peut avoir. Voilà, on attend de voir un peu aussi vos réactions, mais c'est vrai que le boycott, il s'agit de ne pas prendre en otage les familles, de ne pas se faire non plus complètement écarter de ces dispositifs non plus, ça serait compliqué, mais en même temps qu'on puisse nous considérer dans ces différents problèmes, et en tout cas qu'on puisse y trouver des solutions assez rapidement, avant de déployer sur du 7-12. Bon, ce qu'on voit dans les chats, et vraiment, encore une fois, on vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous mettez et vous retransmettez, parce que tous vos commentaires vont nous permettre justement d'enrichir les argumentaires. Je vois passer, j'ai pas le temps de regarder, mais Isabelle le fait et on pourra le refaire tranquillement après. Tous ces commentaires sont extrêmement importants. Extrêmement important parce qu'il renseigne vraiment sur les écarts par rapport à ces situations qui ne devraient pas être. Ça devrait être une coquille, au contraire, non pas vide, mais riche. Il y a des personnes riches dedans. Je pense à Zia, je pense à Lucille. Hein, donc, je sais notamment que, par exemple, Zia prend le temps de recevoir les familles de manière à s'assurer qu'elles vont au moins et de les faire venir de manière à s'assurer qu'elles sont dans une démarche de soins pour que ce ne soit pas le psychomote qui se retrouve avec des absences répétées. Donc ça, c'est un choix de la PCO. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ça leur coûte en temps, mais effectivement, c'est un bon système. Pareil, je sais que Zia prend le temps, je suis désolé, je prends ta parole, Zia, hein, mais d'expliquer que c'est un acte d'engagement du psychomotricien vis-à-vis du tarif et que donc on attend que les parents s'engagent et donc de ce fait vous appliquez strictement le fait que si les parents ne viennent pas 2 fois, prenez la porte. Dommage, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Ouais. Donc en tout cas, il y a bien une situation d'iniquité d'accès aux soins de milieu social. Il y a certaines régions qui orientent directement vers les PCO que sous conditions de milieu social et milieu défavorisé, en glissant un mot aux médecins, aux professionnels. Surtout, ne vous envoyez pas en PCO si vous avez, les gens ont la possibilité de payer par leurs propres moyens. Je pense à ça. Je voudrais peut-être qu'on laisse la parole, parce que je voudrais qu'on revienne, parce que le temps défile. On avait dit fonctionnement des PCO. Il y a une notion de parcours de soins qui est importante, qui vient du Sénat, qui est ce qui devrait être. Et en fait, je voudrais peut-être déjà qu'on ait un retour là-dessus, parce que c'est vraiment l'extrait de ce qui était présenté, de ce qui doit être, sur le fait que les familles, les écoles, pouvaient orienter vers, parce qu'il y avait des petits problèmes, voilà, donc c'est à eux de pointer, lié à l'observation, de constater, d'alerter les médecins traitants, d'alerter les équipes éducatives dans lesquelles il y avait les professionnels de santé, hein, éventuellement, mais exclut les CAMS, les CMPP et les structures spécialisées. C'est-à-dire que les structures CAMS, CMPP et structures spécialisées n'ont pas vocation à envoyer et adresser vers les PCO. C'est dans le texte du Sénat. Pas du tout ce qu'on peut constater, hein. Et je ne sais pas si pour Lucille et Ziga, ça vous concerne, par exemple. C'est-à-dire ? Oui,
une partie des patients qu'on reçoit qui viennent notamment des CAMS. Nous, ça a été le cas au début, à l'ouverture, parce qu'effectivement, les CAMS faisant face à eux-mêmes l'impossibilité de répondre, ils ont orienté pas mal d'enfants. Mais en vérité, maintenant, ce n'est quasiment plus le cas. Parce que du coup, on a aussi, nous, un délai avec une liste d'attente, hein, et que du coup, ils ont bien compris. En fait, le but n'était pas d'engorger la liste d'attente de la PCO pour désengorger la leur. Donc, on n'a quasiment plus aucun adressage de la part des CMP, CMPP ou CAMS. Ça a vraiment été que au tout début. Et donc, moi, la PCO sur laquelle je travaille, elle a plus de 3 ans d'ouverture, hein. D'accord. Et maintenant, le délai d'attente de traitement de dossier, par exemple? Nous, on est sur 10 mois là. OK. L'obligation étant? La loi, théoriquement, c'est qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est 15 jours. Voilà. En fait, La validation. Alors, en fait, oui, c'est 15 jours pour la validation. Donc ça, Oui. nous, on n'est pas trop loin sur le délai. Alors, bon, peut-être pas les 15 jours, mais… Et après, c'est une fois le parcours enclenché, enfin, une fois l'admission faite, on a 2 mois pour enclencher un parcours s'il y a des professionnels identifiés sur le territoire, 3 mois s'il n'y a pas de professionnels identifiés sur le territoire. Ça, ce sont les textes. La réalité, c'est qu'en fait, dans la PCO où je travaille, on a fait le choix, comme ça a été évoqué tout à l'heure là, pour la PCO du 92, de faire un très gros travail de coordination. On a des situations très, très, très complexes, aussi du fait de la liste d'attente, parce que les personnes qui restent en attente, c'est les personnes qui ont vraiment le plus de besoin de travail de coordination. Les familles qui sont en capacité de trouver des solutions et qui ont des ressources, en général, voilà, elles trouvent les solutions, elles n'attendent pas 10 mois. Donc on a des situations très, très difficiles, très, très, très complexes, vraiment. Et donc on fait un très gros travail de coordination. C'est ce qui fait que, on a privilégié la qualité à la quantité. Et on a eu un autre problème, qui là est, voilà, dépendant d'un autre problème, c'est que nous, notre département a subi une cyberattaque, et que du coup, les dossiers MDPH ont été bloqués pendant des mois. Donc ça a rajouté, puisque les enfants qui attendaient des notifications n'ont pas eu leur notification pour sortir. OK. Bon, en tout cas, vous voyez que l'état d'esprit, malheureusement, a été un peu dérapé, parce que l'idée, c'était véritablement, et c'est pour ça que c'était acceptable, que ce soit une plateforme de coordination d'orientation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas justement de stockage de patients dans un endroit plutôt qu'un autre, et qu'on ait bien finalement la capacité d'accueillir, d'envoyer, d'orienter, j'allais dire quasiment instantanément, hein, 2 mois étant le délai normalement maximum. Par la suite, même chose, et c'est clair, c'est net et c'est dans les textes, la plateforme de coordination et d'orientation ayant bien cette vocation de synthétiser les éléments qui sont recueillis et donc de les adresser aux professionnels. Ou, ce que tu évoques, Lucille, effectivement, si c'est des situations très complexes, c'est de les envoyer vers les structures qui seraient en capacité de les accueillir. Mais là, après, c'est le problème de la structure. L'autre point qui a été, je ne sais pas si ça a été refait dans ce chat, mais en tout cas, c'est dans les notes, enfin les nombreux retours qu'on a eus avec Isabelle, pas mal de PCO refusent de traiter un dossier PCO au motif que le bilan psychomoteur a été réalisé au préalable. Alors, est-ce que c'est ton cas, Lucille? Je sais que ce n'est pas le cas pour Zia. Non. Chez nous, ce n'est pas le cas où on prend les dossiers, même si les bilans ont déjà été réalisés en amont. Voilà. Et je ne sais pas si c'est le cas parmi les auditeurs, là, aujourd'hui, ou si ce n'est plus le cas, et ce qui serait génial, parce que ça a été un problème récurrent, en fait. Pas en Dordogne, par exemple. Oui, c'est ce que j'ai vu. Bon. Ça pointe malheureusement ce qu'on a dit depuis le début, c'est que beaucoup trop de PCO font ce qu'elles veulent. Et que autant, je vais le dire comme ça, hein, on exerce quand même une certaine forme de contrôle sur les professionnels par le biais du nombre de séances, de la tarification, des comptes rendus, etc. Autant on n'exerce pas ce même contrôle sur les PCO. Et ça aussi, ça a été dit.
Oui, il y a une des différences aussi, c'est qui est embauché en tant que coordinateur de parcours aussi. Là, on est 2 exemples de PCO où on est des cliniciennes, psychomotriciennes. Il y a aussi moi j'ai une collègue, cordo, ergo aussi, mais il y a des PCO qui n'ont pas de coordo qui sont des paramédicaux et qui sont plutôt des coordos administratives et donc là, effectivement, ce sont plus des PCO qui ont une gestion administrative du parcours et non clinique. C'est l'une des grosses différences aussi. Donc ça veut dire qu'on a Oui. intérêt à s'assurer dans le fonctionnement des PCO que ce soit bien une coordination avec des professionnels de santé et peut-être l'imposer. Et il y a une grosse inégalité aussi sur la présence de médecins aussi dans les PCO, où il y en a qui ont quasiment, enfin très très peu de temps de médecin et donc les validations de dossiers notamment se font sans, que nous pour l'instant on a la chance d'avoir 2 médecins qui sont chacune à 40%, ce qui fait que tous les dossiers passent par elles et elles ont un suivi et il peut y avoir des consultations médicales au besoin. Pour le coup, dans les textes, normalement, la présence d'un médecin au sein de Ouais. l'équipe de la PCO est un Ouais. prérequis obligatoire, c'est-à-dire qu'une PCO ne Mmh. devrait pas exister sans médecin. Voilà, mais la réalité. C'est pas devrait pas. Elle ne peut pas et elle n'a pas vocation à exister sans médecin puisque c'est une plateforme de diagnostic et de coordination et d'orientation. Donc c'est incontournable. J'ai pas le temps de lire le chat, Isabelle, hein, mais tu m'alertes. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je garde quelques questions pour la fin. J'aurais aimé que ce que je viens de voir, c'est Véronique. Je n'ai pas compris, Véronique. Privilégier la qualité à la quantité, d'accord. Encore une fois, en respectant votre travail, cela veut bien dire qu'une structure ayant à traiter une masse de demandes, ça ne peut pas fonctionner de façon fluide. Donc j'aurais eu envie d'avoir une précision par rapport à ça. Ah, J'ai aussi des... Moi, ce que j'en comprends tout simplement, enfin, je suis désolé, je vais faire une réponse un peu porte ouverte, hein, mais c'est un problème général du système de santé français. Nous n'avons pas assez de professionnels devant les besoins qui sont immenses et qui sont grandissants. Il n'y a pas assez de psychométriciens, il n'y a pas assez d'orthophonistes, il n'y a pas assez de kinés, il n'y a pas assez d'infirmières. Enfin bon, on l'entend tous les jours. Et que malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est que la formation des professionnels de santé est considérée par le gouvernement comme un coût supplémentaire. Donc, comme ça coûte de l'argent, ne le fait pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Bon, il est 21h05, on va essayer de répondre à quelques-unes des questions. Une des questions qui avait été posée aussi, qui est sur le fait que, alors en plus c'est un sujet qui m'était cher, sur le fait que la tranche d'âge qui correspond à plus de 90% de notre patientèle, c'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de patients de 0 à 12 ans dans notre patientèle en psychomotricité, et encore, et je ne parle même pas des 0,6, donc c'est 0,6 et 7,12, bah, c'est effectivement plus de 90%. Avec cette question, vous voyez, qui est sur l'iniquité, puisque statistiquement, tous ces patients, pour l'essentiel, pour ne pas dire 100%, présentant un retard du développement psychomoteur, la question qui était posée, est-ce que je suis tenu, est-ce que vis-à-vis de mes patients, de les renvoyer vers la PCO de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge financière? Et effectivement, ce serait tout à fait logique. Et c'est une question que j'avais posée au docteur Pau, justement, et sa réponse: ah non, surtout pas. On ne pourrait pas absorber la totalité. Il s'agit de répondre qu'à 2 patients par professionnel. Alors que le budget, en réalité, de la PCO devrait pouvoir couvrir presque le 1 000 000 de consultations. Puisqu'on est quand même à un fonctionnement qui est de l'ordre de 40 millions d'euros dédiés pour les cibler vers les PCO. Donc, en théorie, on devrait pouvoir répondre si tous nos patients, dès qu'ils ont un retard de développement psychomoteur, donc potentiellement un TND, aller dans cette voie-là. Idéalement, c'est par contre une ligne directrice que nous avons depuis longtemps,
idéalement, il s'agirait effectivement d'avoir un bilan diagnostique qui après serait ciblé vers les PCO et donc à partir de là, les PCO traitent parce qu'il y a bien un TND, parce qu'il y a bien un écart à la norme qu'on a pu constater dans un bilan. Et là, on serait sur une économie de temps, de ciblage et autres. On va répondre. Alexandre, excuse-moi. Comme oui. tu parles de, je me permets, il y avait une question de Maya qui était: que vont devenir les patients qui auront atteint les 2 forfaits compte tenu des listes d'attente des institutions? Les soins psychomoteurs ne peuvent être terminés en 70 séances pour des situations très complexes. Rupture de soins, alors que l'idée initiale est d'éviter les ruptures de soins. C'était aussi l'idée de Macron, hein, c'est le fait de passer à 7-12 ans et de pouvoir finalement à moyen terme riper et donc pouvoir. Le système tel qu'il a été construit, au départ, on avait un forfait de 1 an, renouvelable de 6 mois. Il a été porté à 1 an, renouvelable 1 an. Le principe était le suivant: on fait rentrer dans le système des PCO des enfants pour lesquels il n'y a pas forcément de diagnostic. L'idée, c'est que dans cet espace de temps de 1 an, voire 2 ans, si on fait le renouvelable de 1 an, c'est qu'au bout de cette période-là, on doit avoir un diagnostic. S'il y a un diagnostic, ça ouvre les droits à la MDPH et à ce moment-là, ce sont les allocations versées par les MDPH qui couvrent les frais des soins. C'est comme ça que ça avait été imaginé. Sauf que les diagnostics, parfois malheureusement, sont longs à venir et que parfois 1 an, ça ne suffit pas. Dans des situations très complexes, c'est compliqué d'avoir un diagnostic précis en l'espace de 1 an. Et là encore, la grande chance de la France, c'est que les MDPH sont très hétérogènes, à la fois dans leur délai de traitement et dans leurs critères d'acceptation d'un diagnostic, même s'il a pu être posé par un médecin spécialiste. Donc c'est là que ça coince en fait. Sachant que quand même, au départ, les allocations pour les enfants handicapés n'étaient pas prévues pour couvrir des soins prescrits. Je me permets, du coup, j'essaye de répondre à 2-3 choses que j'ai entendues, mais sur le fait que 90% de la patientèle est une personne, et ce sont des enfants de moins de 12 ans avec des risques de TND. Alors effectivement, 90% de la patientèle en libéral est très certainement des enfants de moins de 12 ans, mais pas des enfants de moins de 12 ans non diagnostiqués. Et c'est là où effectivement, normalement, la nuance des PCO, elle est là, c'est que ce sont théoriquement des enfants qui n'ont pas de diagnostic au moment de l'entrée sur la PCO. En tout cas, voilà, c'est les critères de base. Après, pour ce qui est du diagnostic en lui-même, dans les textes, les PCO n'ont pas d'obligation que les enfants sortent avec un diagnostic nosographique catégoriel. Il est obligatoire qu'il y ait un diagnostic fonctionnel. Et ça, c'est là toute la nuance en fait. Pour autant, le diagnostic fonctionnel est normalement le diagnostic qui suffit à pouvoir faire les demandes auprès des MDPH pour des allocations qui couvriraient les soins. Même si effectivement, ce n'est pas la vocation première de l'AEH telle qu'elle a été créée initialement, il n'empêche que la MDPH se base sur le diagnostic fonctionnel et non pas sur le diagnostic catégoriel. Donc effectivement, il y a des enfants qui sortent de parcours PCO sans diagnostic catégoriel. Peut-être parce que les familles n'y sont pas prêtes et que ce n'est pas leur souhait et qu'on ne peut pas aller à l'encontre du souhait d'une famille quand même. Peut-être aussi parce que le diagnostic est trop complexe et que du coup, il n'aura pas pu être posé pendant la durée du parcours PCO, au vu notamment des intrications parfois de plusieurs TND entre eux, et aussi parce que comme les forfaits sont limités en termes de montant, eh bien, il y a une limitation aussi de la quantité de bilans qui peuvent être réalisés. C'est-à-dire qu'on peut difficilement demander à un psychomotricien de faire un bilan psychomoteur qui inclut tous les domaines pour 140 €. Dans la réalité, on le sait très bien, au même titre qu'on peut difficilement demander à un neuropsychologue de faire un bilan neuropsychologique complet pour 420 €, en tout cas en Île-de-France. Voilà, donc... Ouais, juste pour compléter effectivement ce que disait Lucille, elle a décrit effectivement le fonctionnement tel qu'il devrait exister. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de MDPH qui refusent d'ouvrir un quelconque droit tant qu'il n'y a pas un diagnostic catégoriel.
Ça, c'est la grosse difficulté. Et je vois une remarque, les PCO ont vocation à aider les familles à accompagner vers la DPH. Eh bien oui, c'est une des missions de la PCO. Elle est Oui. censée faire ce travail-là. Nous, on a une assistante sociale dans l'équipe. Et donc, elle reçoit toutes les familles qui le demandent. Enfin, on leur propose d'être reçues par notre assistante sociale pour les aider à monter leur dossier MDPH. Mais toutes les PCO n'ont pas d'assistante sociale. Oui, bah, en l'occurrence, sur celle où je travaille, il n'y avait pas d'assistante sociale et donc on a fait monter en compétence toutes les coordinatrices. Hein, et toutes les coordinatrices sont capables de construire un dossier MDPH et tous les dossiers MDPH sont construits avec les familles par les coordinatrices. On va demander à Isabelle de reprendre la main pour nous poser les questions. Il reste un quart d'heure. Pour une fois, c'est moi qui gère le temps. Oui, moi je reviens un peu en arrière. Il y avait une question de Marie par rapport au numéro de facture et au... Comment facturer à la séance si on reçoit un fichier type avec un numéro de facture préétabli? C'est pas clair. Oui, mais laisse tomber, Isabelle, laisse tomber. Je pense que moi, c'est parce que j'ai un truc encore un contrat à 5 factures, etc. et qu'il y en a qui évoquaient la une ou deux séances. Mais c'est un détail par rapport à la discussion. Laisse tomber. C'est pas complètement un détail. Là où ça soulève, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, nous, au sein des PCO, les questions qu'on se pose, je ne sais pas si c'est pareil du coup pour Zia, mais c'est quelle transition entre le système actuel et le système CPAM? Voilà. Est-ce que ça se fait en claquant des doigts? Est-ce qu'on termine les forfaits qui sont en cours? Est-ce qu'on ne termine pas les forfaits qui sont en cours? Voilà, ils disent que c'est le 1er juin. Est-ce que réellement ils seront prêts pour le 1er juin ou pas? Voilà, donc ça soulève quand même la question de comment la transition entre les deux. Est-ce que les enfants qui sont déjà en cours de parcours avec des forfaits déjà lancés finissent sur le système actuel? Ou est-ce qu'il faut faire la transition aussi pour cela? Voilà, c'est des questions, il n'y a pas de réponse sur ça. Oui, on a les mêmes questions, on n'a pas plus de réponses. Mais pour nous, comme on avait déjà une facturation plus ou moins flexible en termes de nombre de séances, sur ça, on ne va pas trop être. Notre fonctionnement ne va pas tant différer par rapport à des PCO qui étaient très sur un nombre de séances fixes. Mais toutes ces autres questions, on n'a pas plus de réponses pour l'instant. Je vous remercie et je enchaîne avec cette question. Dans la loi, quand il y a un dossier MDPH et une allocation AEH, est-ce que cela signifie la fin de la PCO? Normalement, en tout cas, normalement, non, on ne peut pas cumuler les deux. Mais c'est complexe parce qu'effectivement, à quoi est destinée l'AEH pour chaque enfant? C'est pas si simple des fois, parce que des fois, il y a tellement de besoins dans certaines familles que clairement, on sait que l'AEH ne couvrira pas les soins psychomoteurs ou autres. Donc c'est une question complexe, mais normalement, en tout cas, nous, la politique qu'on a, c'est que à partir du moment où la famille bénéficie de l'AEH, on stoppe le forfait. Et ça pose aussi la question de la continuité de la coordination. En tout cas, moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Nous, comme on n'est pas encore dans des formes forfaits, on ne l'a pas encore trop rencontré dans la réalité, mais c'est des questions qui vont venir et donc qu'on se pose. C'est pour ça que nous, on essaye au plus possible de garder que le médecin adresseur soit le médecin qui reste le référent pour l'enfant. C'est pas simple. Et que le but, c'est que suite à la fin du forfait, que ça soit suite à une attribution d'AEH ou une fin de forfait tout court de PCO, que ça reste ce médecin référent qui continue à faire la coordination. Sauf qu'on est beaucoup sur des médecins de première ligne, qui ne sont pas forcément formés dans les TND, qui reçoivent plus ou moins les familles régulièrement, qui s'y connaissent plus ou moins sur toutes ces modalités. Donc, c'est pas simple. Mais une des missions, on va dire,
parallèle qu'on a, c'est aussi d'accompagner ces médecins au fur et à mesure et aussi de les faire monter en compétences petit à petit avec des cas concrets. Mais c'est une vraie problématique. Mais en tout cas, nous, on essaye de les impliquer très vite, c'est-à-dire qu'on demande quasiment tout le temps des demandes de précision quand on reçoit un dossier. Pour déjà, ça oblige de faire le lien. C'est parce que c'est pas juste ils envoient un papier, ça oblige voilà, de leur montrer qu'il y a des implications. On leur envoie des courriers, enfin des informations à chaque étape et on les convie aux synthèses qu'on organise au bout de 6 mois de forfait. Donc en essayant de faire en sorte de trouver une date où eux sont disponibles dans la mesure du possible, bien évidemment, et à condition qu'ils acceptent de nous donner une date où ils sont disponibles. Mais bon, tout ça, nous, on est encore au début, donc pour l'instant, c'est dans nos têtes, on y réfléchit beaucoup, on discute avec pas mal de PCO et de retours de terrain d'autres, mais c'est très complexe, c'est des questions complexes qui malheureusement ne devraient pas l'être. Merci. J'ai une dernière question peut-être, Alexandre, tu m'autorises? Elle est courte, je pense, Vas-y. j'espère. Bon, enfin, ceci étant, cette question était fondamentale parce qu'il y a quand même le problème de la prise en charge rétrospective de l'AEH. C'est-à-dire que de toute façon, même si ça se déclenche immédiatement dès qu'il y a l'AEH, en réalité, c'est pas vrai. Il y a un recoupement de toute façon. Donc c'est une foutaise de dire que les patients ne peuvent pas avoir PCO et AEH en même temps. Et même nous, on n'est jamais informés. Bon, pardon, vas-y Isabelle. C'est la même personne qui me pose qui nous pose deux questions différentes, mais donc je vais les compiler. Est-ce que l'objectif à terme, c'est de glisser de la PCO à une prise en charge CPAM comme pour les orthophonistes? Et est-ce que les PCO pourraient réorienter les familles à grands revenus hors PCO? Peut-on aussi faire quelque chose de notre côté? Alors, sur ce point, moi, je peux répondre. Oui, vas-y Nicolas. Très clairement, l'objectif est de ne pas conventionner la profession. Il faut bien comprendre une chose. À partir du 1er juin officiellement, on passe à un système de tarification via la CPAM. Ce n'est pas du tout un conventionnement de la profession, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le fait que la CPAM, vous payez vos factures, ça ne veut pas dire que vous devenez une profession conventionnée. Elle fait juste de la rémunération de prestataire, c'est tout. La question du conventionnement, c'est un serpent de mer depuis des dizaines d'années, d'accord? La réalité aujourd'hui, c'est que ce genre de décision-là ne dépend que du ministère de l'économie et des finances, et la réponse est non, puisque à partir du moment où on considère qu'on va conventionner les psychomotriciens ou les ergothérapeutes, et la troisième profession concernée, c'est les diététiciens, automatiquement, ça va contribuer à creuser le trou de la sécurité sociale, ce qui, d'un point de vue strictement comptable, est une aberration complète. Mais l'autre élément qui nous est souvent rapporté, c'est que la crainte, c'est que ça fasse un effet orthophoniste. Et c'est quoi l'effet orthophoniste? C'est que les orthophonistes, bien naturellement, ayant vocation à gagner leur vie correctement, eh ben, elles s'installent en libéral, elles ne vont pas en salarié parce que le salariat est trop mauvais, disant, en termes de rémunération. Donc eux, ils ont peur de ça. Donc pour essayer de faire en sorte de garder, c'est leur idée, hein, pour essayer de faire en sorte de garder des psychomotriciens et captifs, entre guillemets, dans le salariat, eh bien, on ne le conventionne surtout pas. Parce que si on conventionne les psychomotriciens, ils vont tous partir en libéral, et donc, du coup, on n'aura plus personne dans le salariat. C'est ça la logique. On leur a répondu que peut-être ça pouvait être un argument, mais que le principal argument par rapport au salariat, c'était les conditions de travail. Au-delà des conditions de rémunération. Et que souvent, il y a de la souffrance au travail pour les professions de santé, à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux. Mais ça, ils ont un petit peu de mal à l'entendre. Voilà. En tout cas, le remboursement par la CPAM, par conventionnement, est totalement exclu. On serait ravis sur certains, mais c'est improbable.
La demande qui est portée depuis très longtemps, c'est que on ait un conventionnement à minima sur le bilan psychomoteur, de sorte à ce que cette fonction-là essentielle du psychomotricien en matière de politique de prévention et de dépistage puisse avoir un accès facilité pour l'ensemble de la population pour pouvoir justement faire ce travail de repérage, de dépistage, et à ce moment-là, de réorienter vers les dispositifs adaptés en fonction des profils des enfants, et pourquoi pas vers un système forfaitaire de type PCO. C'est ce qu'on demande. Et c'est d'autant plus important que le non-conventionnement de la profession génère des inégalités de traitement et des inégalités de droit vis-à-vis des autres professions conventionnées qui sont tout à fait considérables. Bon, en tout cas, je viens de voir, si qui que ce soit a des personnes proches du ministère pour faire avancer ce bazar, surtout rapprochez-vous de nous, n'importe lequel, parce que c'est assez compliqué actuellement de se faire entendre, donc, et d'entendre par des gens compétents. Hein. Malheureusement, la plus grande difficulté que nous avons particulièrement actuellement, et que ce soit ergo ou psychomote, pas avec les mêmes personnes d'ailleurs, hein, on en a parlé longuement avec Fanny, c'est que parfois c'est les ergothérapeutes qui se sont les laissés pour compte, et d'autres fois c'est les psychomotes. Mais c'est juste par incompétence. Méconnaissance, pardon. J'ai été mauvaise langue. Pour faire une petite pointe d'humour sur la fin, je reprends une proposition qui était dans le chat de s'associer avec les agriculteurs pour peut-être rebloquer les routes de façon à se faire entendre. C'était une des propositions d'un de nos invités. Oh. On a vu mieux en méthodologie d'intégration sensorielle. Hein. Ouais, c'est un peu mieux. Il y a mieux, il y a mieux. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce que j'ai vu plein de chats, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Il y a aussi beaucoup de commentaires, donc si vous êtes d'accord, ce que je propose, c'est que je vais compiler tout ça, je le mettrai à disposition en ligne avec le replay de ce webinaire. Ah, trop génial, super. Dans les... Ouais, ok, oui, donc, il y a la question vraiment du tarif. Tu n'as pas parlé d'Oxytadis, Nicolas? Tu voulais pas en parler exprès ou... Non, t'as plus de son, t'as pas ton micro. Ce qu'il faut retenir d'Oxytadis aujourd'hui, c'est que c'est un dispositif qui est sur une région, qui est organisé différemment des PCO, qui a des retours professionnels de bien meilleure qualité que celui des PCO, et surtout qui est mieux disant en termes de tarifs. Le problème, c'est que il va y avoir un phénomène de tuilage et peut-être de fusion entre le dispositif de type Oxytadis et les PCO, sachant que, par exemple, notamment le fait que le dispositif Oxytadis, c'était uniquement pour les TSLA, donc ils ont l'obligation maintenant d'ouvrir au DI et au TSA, ce qui n'était pas le cas précédemment, et que donc sur la question des tarifs, eh bien, très vraisemblablement, on ne leur demandera pas leur avis. Donc, il y aura une nécessité dite d'harmonisation. Maintenant, l'harmonisation, connaissant la politique de la direction de la sécurité sociale, ne va pas forcément au mieux disant. Bon, je reviens un petit peu dans le chat, je vois quelques questions, une question d'Eniam. Est-ce que les PCO peuvent orienter les familles à grands revenus hors PCO? Peut-on faire quelque chose de notre côté? Très injuste parfois. Légalement, ils n'ont pas le droit justement de faire un quelconque tri. Pour autant, on a vu que ça a été fait. Pose aussi la question de l'orientation par le coordinateur vers le psychomotricien. Là, ce n'est pas encadré. Et donc, d'une PCO à l'autre, ce n'est pas fait de la même manière. Hein. Soit c'est la professionnelle qui finalement connaît son territoire, connaît les professionnels, connaît leur disponibilité et donc oriente directement. Là, il y a un vrai boulot de coordination. Ou inversement, c'est voilà la liste, débrouillez-vous. Et on a des parents qui font la tournée des papotes de tous les psychomotriciens en relançant plusieurs fois. Dans les autres questions, donc il y avait les questions de la CNAM, de la CPM, donc ça a été fait. Donc
dans les missions qu'on a, en tout cas nous à faire, et on a besoin de votre soutien nombreux, c'est effectivement de s'assurer d'une coordination et d'un fonctionnement commun entre les différentes plateformes qui vont, en tout cas, être des solutions pour les patients. Je ne sais pas si c'est une solution pour nous, mais en tout cas, pour les patients, ça leur donne au moins un ciblage et une possibilité d'être mieux accompagnés. Donc là, on a un vrai travail à faire là-dessus. Donc, pour finir, en tout cas, je vais pas, évidemment, je n'ai pas loupé mon diaporama, sinon ce n'était pas drôle. Je vais encore le louper. Donc, en tout cas, pour finir, vraiment, on vous remercie d'avoir assisté à ce débat. Il y a une petite information qui manque sur la diapo qui est là, qui est le fait que il y a donc pour les adhérents, il y a un replay sur la première PCO qui était vraiment sur le détail du fonctionnement. Là, aujourd'hui, je remercie encore une fois Lucille et Zia d'avoir été avec nous, de Fanny, mais que je n'ai pas entendu intervenir donc, concernant la coordination. En tout cas, ça nous éclaire vraiment beaucoup plus précisément sur les fonctionnements, sur les missions. N'hésitez pas à envoyer sur le site bien, toutes vos remarques. Isabelle nous fait un compile là-dessus. Et puis enfin, donc, je vous invite à aller sur le site, la plateforme d'inscription pour le congrès de psychomotricité devrait être opérationnelle. Elle commence à être opérationnelle. En tout cas, on vous présente le pré-programme et l'annonce du congrès du 4, 5 et 6 octobre prochain, dont le 4 sera une journée un peu exceptionnelle à l'UNESCO. Donc là, les places sont très limitées. On en offrira d'ailleurs quelques-unes, notamment, en tout cas pour les premiers inscrits. Donc c'est un congrès qui est justement aura pour mission de voir comment on va se profiler pour les 50 prochaines années. Notre exercice, et particulièrement notre exercice libéral. L'exercice libéral, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, l'exercice qui se profile aujourd'hui avec les plateformes de coordination, du part, avec les plateformes de tout autre genre, ne ressemble plus du tout, effectivement, à ce qu'il y avait 30 ans. Donc, on rentre dans une autre ère, dans une autre manière d'organiser les choses et d'organiser notre pratique libérale, notamment. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre en tout cas. En général, nous avons la chance vraiment depuis maintenant plus d'1 an, même 2 ans. Isabelle, depuis combien de temps tu es avec nous? 1 an et demi, disons. 1 an et demi, voilà, je pensais que je buguais. Donc depuis 1 an et demi, on a Isabelle qui vous répond dans un temps beaucoup plus raisonnable que je n'arrivais à le faire. Et donc, n'hésitez pas, vous la contactez ou moi, et on vous retransmet en fonction du besoin. Il y a peut-être... c'est bon, Isabelle, tu n'as pas d'autres mots à rajouter? Non, il est 21h33 et je pense que vous avez répondu. Il y a peut-être 3 questions qui n'ont pas été répondues, mais qui seront répondues dans le document parce qu'on y a déjà répondu dans le cas du webinaire, donc j'aurai déjà la réponse à donner. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Très bien, j'espère que ça a répondu à tout le monde. Merci de votre participation et bien entendu, je remercie Romain, Nicolas, mais régulièrement